Madame, Monsieur, bonsoir. Nous comptons avec vous et jeudi pour être capable de porter pour vous émission très spéciale. Ça, et jeudi encore, nous t'ai gagné pour semaine passée ministre développement international et Canada, Ajat Sajin, et puis nous t'ai gagné tout et député Yvette Desclarques, et puis hier, nous t'ai gagné avec nous ambassadeur Daniel Foot, et jeudi, nous gagnons plaisir de recevoir un lot et gros et citoyen. Et avec nous, c'est ambassadrice Pamela Ann Wright, Madame Wright, qui lui-même travaille dans plusieurs pays. Il était travaillé en Haïti en 2012, mais avant ça, il était dans le pays Gambie, il était travaillé en Afrique du Sud, en Égypte, Sénégal, dans Burkina Faso, il travaille tout dans USAID. Donc, Pamela Wright, il a gagné un gros parcours et donc dans le département d'État comme ambassadrice, il a gagné en pile expérience. Nous va perdre du temps dans l'introduction. On nous dit, Madame Wright, bonsoir, bienvenue sur Zoom Haïti News. Merci beaucoup. C'est mon plaisir d'être ici avec vous. Comment ça va? Ça va très, très, très bien. Ça va. Mais ici, aux États-Unis, il y a un peu... Il fait un peu froid, donc je sais, vous êtes à Maine et à Maine, c'est une situation extrêmement compliquée. Il y a trop de neige. Tout comme à Boston, Massachusetts. Donc, moi, je suis à Boston et ça, c'est extrêmement compliqué. Ah, intéressant. Mais j'espère que ça va très bien, mis à part le froid, et ça va pour vous. Oui, je suis en bonne santé et toute ma famille aussi. C'est quelque chose de très, très bien parce qu'il y a beaucoup de COVID encore ici aux États-Unis. Depuis que vous avez servi comme ambassadrice des États-Unis en Haïti en 2012, on n'a pas vraiment entendu parler de vous. Donnez-nous un peu de vos nouvelles. Avant, je suis partie en 2015 d'Haïti, mais après ça, j'ai fait beaucoup de consulting pour quelques années, surtout en Afrique, parce que c'était en Afrique que j'ai commencé mon carrière. Mais après le COVID, je ne veux pas voyager et je fais beaucoup de speech. Je suis sur je ne sais pas le mot en français, le board de plusieurs organisations. Je suis une partie de la Graduate School de l'University of Maine où je suis le vice president de le board là-bas. C'est ça que je fais. Et maintenant, vous ne travaillez plus au département d'État? Non. Non. D'accord. Il y a eu des élections hier en Haïti, donc pour le Conseil national de transition, c'est le groupe de Montana. Ils ont travaillé pendant très longtemps pour trouver une sorte de consensus entre plusieurs secteurs de la société civile, des organisations politiques. Maintenant, ils ont est parvenu à organiser les élections hier et ils ont élu Stephen Irvinson Benoit comme premier ministre du gouvernement provisoire. Et puis, Fritz Alphonse Jean, vous travaillez en Haïti pendant très longtemps. Ce sont des personnages que vous connaissez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ces élections? Quelles sont vos réactions? Oui, je connais tous les deux. Surtout Benoit était dans ma maison plusieurs fois. Pendant le temps que j'étais en Haïti et je connais Fritz Jean aussi, j'ai parlé avec lui 2 ou 3 fois sur le téléphone. Je crois que la chose qui est importante, que le Montana Accord est un accord consensuel et plus consensuel que tous les autres accords, les discussions, etc. Et je crois à cause de ça que le peuple haïtien doit avoir confiance dans cet accord, plus que tous les autres. Et je crois que les deux, Fritz Jean, il a l'expérience, je crois qu'il est très intelligent, économiste, il était étudiant dans l'université aux États-Unis, il connaît bien notre position et les Américains. Mais c'est pas important. Ça qui est important, qu'il connaît bien les Haïtiens. Et c'est la voix des Haïtiens qui doit être la chose la plus importante dans cette période. C'est pas la voix d'une seule personne, c'est la voix qui le Montana Accord a travaillé plusieurs mois, plusieurs réunions pour accepter toutes les voix et former un
accord pour que toutes les voix peuvent être entendues. Ça, c'est la chose la plus importante, la voix du peuple haïtien. Et je crois qu'il ne doit pas être la violence le 7 février. C'est pas du tout nécessaire. Ce qui est nécessaire maintenant, je crois que les deux, Benoît et Fritz Jean, il dit au peuple haïtien très clairement, ça c'est les États qui nous allons suivre, que nous allons faire tel et tel premièrement. J'espère que les choses qu'ils ont fait premièrement, c'est les choses de sécurité. Parce que pour moi, la sécurité maintenant, c'est la première cause que rien peut marcher s'il n'y a pas de sécurité. Même si on veut faire des choses économiques, si même on veut donner le travail aux gens, etc., on ne peut pas le faire s'il n'y a pas de sécurité. Et j'espère ici, aujourd'hui, et certainement cette semaine, qu'il dit clairement, premièrement, on va faire ça, deuxièmement, on va faire ça. Je crois qu'il y a toujours les idées qui sont déjà écrites, mais maintenant, il faut aller avec vous, avec tous les gens de radio en Haïti, pour expliquer très clair, pas trop de détails, mais très clair, qu'est-ce qu'il peut faire. Et qu'est-ce qu'il veut que les communautés internationales peuvent faire aussi. Vous connaissez Stephen Irvinson Benoit très bien. Il est réputé pour être un homme très rectitude et qui a beaucoup de caractère, qui a travaillé contre la corruption en Haïti. Est-ce que vous pensez qu'il aura la capacité de mener à bon port et le gouvernement au cas où ce gouvernement serait installé le 7 février comme souhaité par les membres de l'accord de Montana? Je n'ai pas parlé avec Stephen Benoit depuis longtemps, mais je sais qu'il aime son pays. Je sais qu'il est une personne qui pense deeply. Profondément, merci. Et je suis absolument sûre qu'il aime son pays et il veut faire quelque chose de très important. Ça, c'est son rôle qu'il doit jouer maintenant. Ça, franchement, que je crois que le futur d'Haïti reste dans les mains des gens comme Benoit, comme Fritz Jean, comme même Henri. Henri, son position maintenant, ça peut changer toute l'histoire d'Haïti. Il doit être une partie de la solution. Mais maintenant, et puisque vous parlez du Premier ministre Ariel Henry, on sait dans quelles circonstances il a été nommé. Il a été nommé par l'ancien président Jovenel Moïse, qui très malheureusement a été assassiné. Maintenant, dans les circonstances normales, le mandat du président Jovenel Moïse aurait terminé le 7 février prochain. Bon, il y a des débats là-dessus, donc certains disent que son mandat avait déjà terminé l'année dernière. Maintenant, dans les circonstances normales, disons que son mandat aurait terminé le 7 février prochain, même si Ariel Henry a été nommé donc, dans les bonnes circonstances, dans les circonstances régulières, je dirais, il ne serait plus Premier ministre le 7 février puisque son président ne serait plus. Maintenant, quel devrait être le comportement de M. Henry? Est-ce qu'il devrait démissionner pour faciliter une transition en douceur, une solution à la crise, je dirais, ou bien quelle devrait être sa position d'après vous? Pour moi, je crois que même Henri lui-même, il a dit qu'il peut démissionner si ça c'est la chose que le peuple haïtien veut. Et je crois que le peuple haïtien doit dire en haute voix c'est ça qu'il veut, parce que comme ça, il peut démissionner. Mais je crois qu'il peut jouer un rôle significant s'il peut aller avec Jean-Fritz et Benoit pour dire ensemble, c'est ça qu'on va faire pour le futur d'Haïti. Il peut jouer un très important rôle, mais mais je crois qu'il ne peut pas, je crois que ce sera difficile
pour lui à rester comme Premier ministre. Mais il y a les gens en Haïti que je respecte, comme M. Privet, qui dit que par la Constitution, il peut rester un peu plus longtemps. Mais pour moi, je crois que le Montana Accord, ils ont dit qu'ils sont prêts pour prendre le président et le Premier ministre maintenant. Et je crois que c'est absolument le temps pour aller dans un gouvernement de transition. Ça, c'est le. Et je crois que Henry peut jouer un très important rôle pour être sûr que ça passe. Vous pensez que M. Henry devrait être membre du gouvernement de transition, soit avoir un portefeuille ministériel ou bien comme conseiller? Je crois que c'est une possibilité. Pourquoi pas? Mais maintenant, en dépit du fait, Mme White, qu'il y a eu ce consensus autour de l'accord de Montana, on voit que l'administration américaine et le département d'État continuent toujours de supporter Ariel Henry, et en dépit du fait que son consensus avec les partis qui ont trouvé un accord avec lui n'a pas été aussi large que celui de Montana. Et comment comprenez-vous le comportement du département d'État? Quelle devrait être leur position? Parce que la réalité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui peuvent être faites en matière politique en Haïti sans l'aval du département d'État, malheureusement. Quelle devrait être leur position? Ouais, moi et ambassadeur Foote, nous pensons exactement la même chose. Nous croyons que le State Department, il est toujours là. Moi, je ne suis pas là. Personne ne m'appelait. Mais je crois que le Montana Accord, ça, c'est la chose qui peut aider Haïti pour avoir une route pour le futur stable. Et je crois que peut-être, je ne sais pas, je crois que le département d'État peut ou doit reconnaître que le Montana Accord, c'est quelque chose de très, très, très important et que c'est bon. Et c'est un consensus, ça c'est la chose la plus importante. Est-ce que vous êtes optimiste quant à la possibilité que le département d'État américain décide finalement de s'aligner sur la position de l'accord de Montana? Vous pensez qu'il y a cette possibilité? Je crois qu'il y a une possibilité. Je suis toujours optimiste. Est-ce qu'ils vous ont contacté pour demander des conseils concernant la situation d'Haïti, compte tenu du fait que vous avez beaucoup d'expérience quand même à travailler en Haïti? Est-ce que le département d'État vous a contacté pour vous demander qu'est-ce que vous pensez de la situation, quelle devrait être leur position? Non. Il y a 2 jours que j'ai parlé avec ambassadeur Foote. Ça, c'est une conversation très intéressante. Je parle presque tous les jours avec mes amis en Haïti, mais le département de l'État n'a pas me téléphoné. Mais maintenant, Madame Wright, je ne vous invite pas à prononcer sur les décisions de justice ou bien les enquêtes en cours, mais il y a un problème. On sait, plusieurs de ces suspects dans l'assassinat du président Jovenel Moïse ont cité le nom du premier ministre Ariel Henry, à tort ou à raison. Maintenant, dans les circonstances normales, par exemple, s'il s'agissait d'un élu américain, que ce soit un conseiller municipal, city councilor, dont le nom serait cité dans l'assassinat d'un président ou n'importe quel citoyen, cette personne devrait remettre sa démission pour se mettre à la disposition de la justice pour qu'il y ait une enquête. Peut-être que l'enquête révélerait qu'il n'a rien à voir avec l'assassinat ou bien, mais il ne devrait pas être aux commandes, mais on voit qu'en dépit des allégations, vraies ou fausses, le département d'État, le gouvernement américain continue de le supporter. Comment comprenez-vous cet entêtement à supporter M. Henry en dépit du fait qu'il y a ces allégations contre lui? Ça, c'est une question que je ne peux pas répondre parce que, franchement, je ne sais pas. Je n'ai qu'une idée. Il faut parler avec eux-mêmes.
Mais ils ne vont pas répondre aux questions. Ils vont Non, pas... parce que je ne connais pas, je ne sais pas. Je ne sais Oui. pas. Mais Je ne parle maintenant, pas avec eux. je Peut-être comprends. ils ont raison, je ne sais pas. Mais maintenant, et Madame White, vous avez servi comme ambassadrice d'Haïti pendant beaucoup de temps, en 2015, en 2012, et vous avez travaillé dans d'autres capacités, par exemple à l'USAID. Pourquoi le gouvernement américain, de manière générale, n'a jamais pris les bonnes décisions en ce qui concerne Haïti? Par exemple, sur le gouvernement d'Aristide et sur Jean-Claude Duvalier. Maintenant, avec Jovenel Moïse, en dépit de toutes les dérives qu'il y avait, ils ont quand même continué à supporter M. Moïse. Et maintenant qu'il y a une possibilité avec l'accord de Montana, je ne dis pas que c'est un accord qui est parfait, mais ils ont quand même réussi à trouver un consensus avec une grande majorité de secteurs de la société civile, des organisations et politiques et autres, mais on voit quand même que le département d'État continue de faire la résistance en dépit du fait que c'est la bonne décision à prendre de l'avis de plus d'un et selon moi aussi. Pourquoi n'ont-ils pas... Pourquoi ils n'ont jamais, ils ne s'alignent jamais sur la bonne, ils n'ont jamais pris la bonne décision en ce qui concerne Haïti? Comment vous comprenez ça? Vous demandez la même question et j'ai la réponse qui est toujours la même aussi, que je ne suis pas sûre, je n'ai pas la réponse concrète. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous que cette Montana Accord, c'est la meilleure chose que nous avons maintenant. Que ça, c'est la seule chose qui reflète la position de tous les Haïtiens. Et c'est ça que je peux dire moi-même. Mais ça, la décision du département de l'État, je ne suis pas exactement sûre. Mais maintenant que les élections ont terminé, qu'est-ce que les protagonistes de l'accord de Montana devraient faire pour gagner la confiance de la communauté internationale, du Canada, des États-Unis notamment? Qu'est-ce qu'ils devraient faire maintenant? S'ils vous appellent maintenant pour demander des conseils, vous dire, bon, qu'est-ce qu'on devrait faire maintenant que les élections ont terminé? Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que vous répondrez? Ça, c'est une question intéressante. Si c'était moi, je crois que je dois commencer, tous les deux. Premièrement, je crois qu'il doit avoir un plan qu'il peut dire aux gens haïtiens aussitôt que possible. 1, 2, 3. Pas compliqué. Très straightforward. 1, 2, 3, c'est ça que nous allons faire pendant le premier 6 mois. Mais aussi, je crois qu'il peut aller au Washington. Et même s'il ne parle pas avec les gens du département de l'État, je crois qu'il doit parler parce qu'il y a beaucoup de sénateurs et beaucoup de representatives qui veulent supporter cette Montana Accord. Ils veulent supporter le peuple haïtien. Et je crois qu'il doit commencer une campagne pour le Montana Accord à Washington, D.C. C'est ça que je crois qu'il peut faire. Eux-mêmes, il ne faut pas payer quelqu'un très... Très mauvaise idée. Je ne veux pas qu'ils payent quelqu'un pour aller à Washington pour dire les bonnes choses. Je veux qu'eux-mêmes, parce que tous les deux parlent anglais assez bien, surtout Fritz, et je crois qu'ils doivent aller eux-mêmes et parler avec les gens du Congrès. Je crois que ça, c'est tellement une bonne chose à faire. Mais maintenant, vous avez beaucoup d'expérience en ce qui concerne Haïti. Pourquoi la situation est si difficile en Haïti, selon vos expériences? Qu'est-ce qui rend la situation aussi compliquée et selon ce que vous avez constaté durant votre terme en Haïti? Je crois un des problèmes est qu'il n'y a pas la gouvernance assez stable. C'est chaque 2-3 années, il y a quelque chose qui déstable la situation en Haïti. Je crois que c'est quelque chose, c'est difficile d'avoir le progrès s'il n'y a pas un gouvernement qui veut, qui connaît bien comment les rouages steer, the country dans un bon place. Il faut un gouvernement qui est très honnête, pas corrupt. Et je sais que Steven Benoit, il a été avec la corruption depuis longtemps et qu'ils ont un plan
très clair pour le peuple haïtien et il suivit cette plan pour que tout le monde peut voir comment il fait le progrès ou non. Et aussi, Haïti, ils ont essayé les problèmes de nature, si vous voulez. Les hurricanes, les earthquakes, l'emblement de terre. Mais ça, je crois qu'on peut faire de progrès avec les mauvaises choses de nature, mais on ne peut pas faire le progrès s'il n'y a pas une gouvernance qui aime faire le progrès pour le peuple haïtien. Ça, c'est la chose importante. Pas pour eux-mêmes, pas pour le peuple haïtien. Absolument. Mais il y avait beaucoup d'argent qui ont été décaissés en faveur d'Haïti après le tremblement de terre, plusieurs milliards, je dirais. Mais on voit que la situation n'a pas beaucoup changé, sinon qu'elle devient pire, qu'elle s'est empirée. Maintenant, pourquoi les formules de développement, les initiatives de développement de l'Occident, c'est-à-dire des États-Unis, du Canada, de la France, ils ont donné des résultats dans d'autres pays, et certains résultats. Mais en Haïti, pas beaucoup de résultats. Pourquoi la situation est si difficile? C'est à peu près la même question que je vous ai posée avant, mais sur le plan économique. Donc, les décaissements, ils n'ont jamais servi à servir pour les causes dont ils ont été dédiés. Comment comprenez-vous cela? Oui, je dis souvent qu'il y avait beaucoup de progrès juste après le tremblement de terre en 2010. On a fait des routes, on a fait le port, on a fait beaucoup d'écoles, etc., etc., etc. Il y avait de progrès sans question dans mon avis pendant les 2 ou 3 années justement après le tremblement de terre. Mais après ça, il y a des problèmes parce qu'il n'y a pas un consensus comment on peut aller dans le futur. Et le moment que vous avez, il y a un camp ici, il y a un autre camp ici, un autre derrière, un autre ici, je crois que c'est presque impossible de faire de progrès s'il n'y a pas un vrai consensus. Et il n'y a pas un vrai consensus. Même maintenant, avec le Montana Accord, il y a quelques-uns ici et quelques-uns ici qui disent non, on ne veut pas avoir cet accord. Même s'il y a les gens qui ont travaillé depuis des mois et des mois sur cet accord et ils ont essayé de faire un accord qui est inclusif. Mais même jusqu'à aujourd'hui, il y a les gens ici et là et derrière qui disent non, c'est ça, c'est bon, c'est pas bon. Ça, c'est pas la bonne chose pour l'Haïti. Je crois que c'est une partie de ça que les gens ne peuvent pas. Je ne sais pas pourquoi, mais aussi je peux vous dire qu'il y a beaucoup de pays que j'ai, par exemple, j'étais le mission director dans le pays de Mali. Pendant que j'étais en Mali, on a fait beaucoup de progrès avec les jeunes filles, on a fait des programmes avec les femmes, on a fait les progrès avec la malaria, le paludisme. Mais maintenant, on ne peut pas même voyager 10 kilomètres en Mali sans la sécurité. Et tout ce que nous avons fait pendant le temps que j'étais en Mali, j'étais là pour 5 ans. Toutes les choses que nous avons maintenant, c'est zéro. Et c'est dans cette question aussi, c'est une question de gouvernance. On ne peut pas faire de progrès sans sécurité. Il n'y a pas de sécurité en Mali maintenant. Et je vois des problèmes souvent dans le pays d'Afrique aussi. Il y a du succès, c'est sûr et certain. Mais je vois que c'est presque impossible de faire de progrès dans tous les pays, n'importe quel pays, s'il n'y a pas une gouvernance stable. Et pensez-vous que le gouvernement, le PHTK et le parti PHTK devraient faire partie de la solution, devraient faire partie du gouvernement de transition? Et maintenant, pensez-vous qu'ils ont leur place dans ce gouvernement de transition? J'espère qu'ils peuvent jouer un rôle là-bas, bien sûr. C'est une partie importante en Haïti. Et parlez-nous un peu de votre expérience en Haïti et qu'est-ce que vous avez appris lors de votre expérience en 2012 en Haïti? Qu'est-ce que vous avez appris? Les élections, vous étiez arrivé dans des circonstances vraiment difficiles tout de suite après le tremblement de terre. Et parlez-nous un peu de votre expérience.
maintenant, quand je vois Haïti, parce que moi, j'ai quitté Haïti en 2012 à 2015, j'étais là. Et franchement, je vois la période que j'étais là comme une période qui était assez calme. Nous avons fait beaucoup de progrès dans mon vie, beaucoup de choses, comme on a les enseignants, les écoles, les routes, etc., etc. On a fait du progrès. Ce n'est pas parfait, mais le développement est jamais parfait. Dans toute mon expérience, les 40 plus ans, il n'y a pas un pays qui était parfait. Même pas. Certains des États-Unis inclus. Mais je crois que pendant la période que j'étais là, il n'y a pas de kidnapping. Quand je suis arrivée en 2012, il y a assez de kidnapping, peut-être 2-3 chaque semaine, mais par le temps que j'ai quitté le pays, c'était presque inconnu. Les gens qui tuaient les autres, c'est presque inconnu. Les gangs étaient là, mais franchement, on peut faire le travail, même que les gangs étaient là depuis des années et des années, mais pas comme maintenant. Et la police, ils ont fonctionné assez bien. Ils ont fait le drug, ils ont fait les arrêts. Il y a des problèmes de temps en temps, mais ils ont bien travaillé avec les soldats américains de Miami et de New York. Et j'ai parlé avec les policiers presque chaque jour, au moins 2, 3, 4 fois par semaine. Et ils ont travaillé bien avec les agences américaines. Et je crois que c'était pendant cette période, il y a beaucoup de choses de bonnes qui étaient passées avec les polices. Maintenant, je vois qu'il n'y a pas de sécurité et on ne peut pas faire de développement. Il y a plus les gens qui n'ont pas le travail. Il y a des millions qui n'ont pas même la nourriture. Et je vois que maintenant, c'est une situation tellement différente que pendant la période que j'étais là. Et moi, j'ai voyagé partout dans le pays. C'est presque impossible maintenant, on me dit. Oui, mais Madame White, si vous me permettez, nous ne produisons pas d'armes en Haïti. Il y a beaucoup de contrôles. Par exemple, si je suis en train de voyager d'Haïti vers les États-Unis, c'est presque impossible de voyager avec une arme et ici, de venir avec une arme aux États-Unis. Mais pourtant, l'inverse n'est pas aussi vrai. Donc, il y a beaucoup d'armes qui sont transitées vers les États-Unis à Haïti. Et donc, il y a un manque de contrôle quand il s'agit d'importation d'armes en Haïti. C'est-à-dire, comment comprenez-vous qu'il est aussi facile pour un membre de gang de trouver une arme de guerre? C'est quand même absurde. Comment comprenez-vous cela? Oh, je ne comprends de tout. C'est quelque chose qui me fâche beaucoup. Je ne sais pas. Le drogue, ils vont à Haïti, aux États-Unis, et les guns, les armes viennent des États-Unis en Haïti. C'est impossible à comprendre. C'est les gens qui sont tellement... Mais pensez-vous qu'il y a un manque de volonté politique pour résoudre le problème de sécurité? C'est-à-dire, les bandits sont très à l'aise à environ moins d'1 kilomètre, 1 mile du Palais national. C'est quand même terrible. Pensez-vous que s'il y avait une sorte de volonté politique, disons maintenant, si le gouvernement de transition, s'ils ont la possibilité d'être installés, est-ce que vous pensez s'il y a la volonté politique, ils peuvent arriver à quand même établir la sécurité en Haïti? Je dis souvent il faut que ça, c'est la première chose que le gouvernement de transition doit faire, la première chose. Et il faut qu'il ait un plan, comme je dis, qui est très clair. Et on peut avoir un plan un plan économique et d'éducation et santé, etc., même la nourriture. Mais premièrement, on ne peut rien faire sans la sécurité. Ça, c'est la raison que j'espère que la première chose qu'ils vont faire, même cette semaine, qui est donné à le monde, le peuple a aussi un premier monde, mais même à le monde, un plan spécifique
qu'est-ce qu'ils vont faire pour la situation de sécurité. C'est impossible à dire que c'est important. Mais quelle est la différence entre Haïti et les autres pays dans lesquels vous avez servi? Qu'est-ce qui est différent suivant vos observations? Chaque pays est tellement différent parce que l'histoire et la culture et les coutumes, c'est très différent dans chaque pays. Mais enfin, on peut dire toutes les choses terribles. Haïti ne peut pas faire ça. Haïti est en misère, Haïti est très pauvre, etc., etc., etc. Mais aussi, on peut dire que moi, je connais un peuple qui travaille plus que les Haïtiens. Tous les Haïtiens qui sont aux États-Unis, ils sont les travailleurs et tout le monde connaît ça. Et même en Haïti, si vous dites à un Haïtien, voilà, il y a quelque chose pour vous à faire, même si on ne paye pas très, 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 très bien, mais s'il donne quelque chose qui est juste, il travaille le matin jusqu'au soir. Vous pouvez, même aujourd'hui, vous pouvez voir dans les routes d'Haïti que les gens arrivent à 6 heures du matin et ils partent à 10 heures le soir. Parce qu'il veut travailler, il veut aller à l'école, il veut d'avoir une vie mieux pour les enfants. Ça, c'est vrai. Je n'ai jamais d'être en contact avec les gens qui sont plus résilients que les Haïtiens. Incroyable. Mais maintenant, il y a une situation extrêmement difficile d'un point de vue global avec la Russie qui essaie d'envahir l'Ukraine. Le gouvernement de Joe Biden est très occupé, l'Occident est très occupé avec les problèmes de la Russie et du Corée du Nord. Maintenant, vous pensez qu'il y a quand même une possibilité que l'administration de Joe Biden, le département d'État, se focalise un peu sur la situation d'Haïti en dépit du fait qu'ils sont très occupés à négocier avec la Russie sur la question de l'Ukraine et puis la Corée du Nord également? Oui. Non, je crois que vous avez raison. C'est l'Ukraine et Russie et North Korea qui a beaucoup le département évidemment, et avec raison. Mais je crois aussi que le département sous Joe Biden est nouveau. C'est seulement une année depuis qu'il était élu et je crois qu'ils vont changer les personnalités. Je crois qu'il y a beaucoup plus de gens dans les postes importants au département de l'État et j'espère que cette deuxième année, qu'ils peuvent voir des autres pays comme Haïti et faire plus d'importance. Est-ce que vous serez prête à retourner en Haïti si le département d'État vous appelle, vous dire, bon, Madame White, je sais que vous avez beaucoup d'expérience en Haïti. Maintenant, on aurait aimé que vous serviez en Haïti, vous représentiez le département d'État en Haïti afin de nous aider à mieux comprendre la situation. Est-ce que vous accepteriez? Je serai là dans un instant, sans question. Mais je ne veux pas croire qu'il est bon mon téléphone. Eh bien, merci beaucoup, Madame White. Et ça a été un plaisir de vous avoir avec nous. On était très contents. C'est une première, mais j'espère que ce ne sera pas la dernière. Qu'est-ce que vous pouvez dire donc, en termes de conclusion et en termes de conseils pour le gouvernement de transition, le peuple haïtien et de manière générale? Oui, je voudrais, comme toujours, d'avoir le courage pour faire les choses qui sont correctes. Et j'espère que le Montana Accord est quelque chose qui peut marcher pour le peuple haïtien. Merci beaucoup, et Madame White, ça a été un plaisir. Courage à vous. Je suis très content de vous beaucoup. avoir. Merci. Voilà, donc c'était Pamela et Anne White, ancienne ambassadrice des États-Unis en Haïti. On a parlé de son expérience en Haïti, du gouvernement et de transition
et donc des élections qui ont eu lieu hier où Fritz Jean donc, a été élu président du gouvernement de transition et Steven Jovenson Benoît, donc premier ministre du gouvernement de transition. Maintenant, donc avec Mme White, donc on a vu quelle devrait être la position du département d'État dans cette situation. Vous avez entendu donc la réponse qu'elle a donnée. Et puis, on a aussi vu les différentes missions dans lesquelles donc, elle a travaillé, et notamment en Afrique du Sud, en Égypte, à Gambie et plusieurs autres pays. Donc, Mme White qui était ambassadrice des États-Unis en Haïti de 2012 à 2013. Donc, j'espère qu'on a quand même cerné les points nécessaires avec elle. Et donc, sinon, on va essayer de la voir donc à nouveau pour continuer la discussion sur ce qui devrait être fait pour trouver une solution à la crise haïtienne. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Donc, nous sommes très contents d'avoir cette possibilité de vous servir. Et vous pouvez continuer à supporter Zoom Haiti News, visiter nos sites internet à www.zoomhaitinews.com et caribbeantelevision.network.com, zoominlivetv.com, et puis vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, et puis regarder nos contenus sur Roku, Amazon TV Fire, sur les Spotify, donc les podcasts que nous avons. Nous essayons de mettre toutes les données, toutes les informations à votre disposition en français, en anglais, en créole, en espagnol, en portugais, de telle sorte que nous puissions servir le maximum de personnes possibles. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous avoir. Mon nom, c'est Emmanuel Paul.